Le 10h midi, Sud Radio Média, Gilles Gansman. Bonjour Gilles Gansman. Et Jean-Marie Bordry. Bonjour à vous. Bonjour. Bon, il vous manque une voix familière ce matin, vous devez vous en rendre compte, chers amis. Valérie Expert, qui nous rejoindra le plus vite possible, mais on avec la l'espère. grippe, elle a à peu près la même voix que vous. Oui, ça doit être ça, quelque chose comme ça. On l'embrasse très fort, Valérie, en tout cas. Très fort, avec bonne On ambiance, l'embrasse en parce plus. qu'elle aurait beaucoup aimé être avec nous aujourd'hui, parce qu'on va parler aujourd'hui d'une part d'un poème. On va parler du maître japonais Miyazaki avec vous, mon cher Gilles Gansman, et votre invité, le deuxième invité. C'est Léo Favel, qui est un Exactement. réalisateur incroyable et qui a fait un documentaire sur Miyazaki, mais surtout sur la nature. Et du coup, on décode autrement ces dessins animés qui ont parfois charmé les enfants, mais aussi les adultes. Un documentaire en sélection officielle de la Mostra de Venise. Mais avant ce poème, un drame. D'abord Mayotte avant Shido. C'est ce qu'on va aborder avec notre invité Jamel Mazy. Bonjour à vous. Bonjour Gilles, bonjour Jean-Marie. Et Alors, bienvenue. Jamel Mazy, j'ai deux matinaliers, puisque vous faites la Absolument. matinale le week-end sur Sud Radio. Et vous, Jamel Mazy, vous êtes du vendredi au dimanche pour la matinale week-end. C'est ça. Avec Brigitte Boucher. toute Avec l'équipe de Brigitte la Boucher matinale. qui fait les infos. Comment vous traitez à France Télévisions ce qui se passe à Mayotte? Écoutez, quand l'information est tombée, quand le cyclone a dévasté Mayotte, c'était Parce que c'est tombé un week-end. D'ailleurs, régulièrement, les gros cataclysmes, je ne sais pas pourquoi, tombent les Souvent. week-ends. Je confirme. L'an dernier, je m'en souviens qu'on était en matinale week-end quand il y a eu le tremblement de terre au Maroc. Donc très vite, on a pu être assez réactif parce que vous savez qu'il y a une antenne de France Télévisions à Mayotte que j'ai eu l'occasion justement de visiter l'an dernier quand on a tourné notre magazine. Donc il y a du monde qui est mobilisé sur place. Donc on a eu la chance dans ce malheur en quelque sorte d'avoir été extrêmement réactif. D'avoir des plateaux, des directs, des duplex et de pouvoir informer quasi en temps réel sur la situation sur place. Et vous aviez d'autant plus de chance que vous étiez allé sur place, donc vous saviez exactement où était quel endroit, quels étaient les endroits qui étaient les plus à risque. Et la situation aujourd'hui est catastrophique. C'était pas très beau à voir ce que vous avez vécu il y a 1 an et demi, mais alors aujourd'hui c'est un désastre. C'est un désastre, ce qu'on peut dire, et je pèse mes mots, Mayotte est anéantie. C'est ça. Déjà qu'à l'époque, quand on visitait les bangas, justement, ces bidonvilles là, à flanc de colline, qui grignotaient justement année après année les collines de la banlieue de Mamoudzou, de Kiawani, etc., on avait les pieds dans la boue, et pardonnez-moi l'expression, on avait les pieds littéralement dans la merde. Il y avait des enfants qui jouaient dedans, et le risque de maladie, etc. Et on l'a vu justement, le risque sanitaire cet été et l'an dernier avec le choléra, par exemple. Donc c'est dramatique. Donc c'est un territoire que la France a abandonné en fait. Je ne sais pas si Mayotte a été abandonnée, mais peut-être pas suffisamment choyée. Et ce que demandaient les Mahorais, historiquement, vous savez, il y a un lien très fort avec les îles comoriennes à côté. Les Mahorais étaient très attachés à la France. C'était une ancienne colonie française. Ils avaient demandé, justement, par voie de référendum, à devenir pleinement français. C'était les seuls des Comores à l'avoir décidé. C'est ça, c'était la seule île des 4 îles de l'archipel des Comores à vouloir devenir pleinement française, ce que ne reconnaît toujours pas d'ailleurs les Comores. Ils n'ont jamais regretté? Qui ça, pardon, les Mahorais? Absolument jamais. Quand je suis allé sur place, il y a un énorme sentiment d'appartenance. Il y a un fort patriotisme. J'avais rencontré plusieurs personnalités. J'avais rencontré ces femmes qui étaient à l'origine, vous savez, du mouvement de ce qu'on appelle les chatouilleuses, celles qui justement, c'est les femmes qui portent la culotte à Mayotte et qui disent nous on veut être français. Il y a milité à l'époque auprès des politiques pour rester et devenir française. Et aujourd'hui, on l'a vu très récemment, donc en 2011 seulement, Mayotte est devenu donc pleinement un département français avant d'être une collectivité. Et parce que justement, Mayotte voulait devenir un peu comme la Franche-Comté, c'est-à-dire un vrai département avec tout ce que ça impliquait, de droits et de devoirs, etc. Sauf que malheureusement, j'ai le sentiment que ça n'a pas rendu service aux Mahorais. Oui, ça a eu des effets pervers sur lesquels on va revenir d'ailleurs dans quelques instants avec vous. Pourquoi Mayotte, qui est le plus récent département français, se trouve dans un état de misère extrême et en plus dans un chaos total avec des images qui font penser à une décharge à ciel ouvert aujourd'hui quand vous voyez ces toitures en tôle emportées par l'ouragan Shido. On va y revenir avec vous dans quelques instants. Mais avant ça, je vous propose de découvrir, vous serez peut-être dedans d'ailleurs, on ne sait jamais, le zapping de Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'instant zapping. Il aurait donc fallu un ouragan pour s'apercevoir qu'il existait en France un territoire totalement à l'abandon, comme on vient d'en parler. Évidemment, l'actualité, c'est cette catastrophe climatique à Mayotte. Jean-Michel Apathy était donc quotidien et il a voulu rappeler la misère du peuple mahorais et un département qui est depuis trop longtemps laissé dans la misère. Mayotte est une terre en souffrance depuis le début. Département le plus pauvre de France, 60% des
personnes qui ont moins de 35 ans ne travaillent pas. Le revenu moyen par habitant est de 200 €. Et à peu près 80% de la population est en dessous du seuil de pauvreté. C'est un territoire qui a une présence administrative importante, ce qui amène un peu de pouvoir d'achat, mais aucun commerce local, aucune industrie, rien. Ce territoire n'a jamais été développé. Cela a entraîné un habitat mal fait, des structures inexistantes ou très faibles. Par exemple, Mayotte a vécu 2022-2023 une crise de l'eau qu'aucun autre département ne connaît parce que ce territoire n'est pas entretenu, il y a un sous-investissement. Et donc quand un drame climatique se produit comme cela, tout vole à l'écart. On en parlera évidemment tout à l'heure avec notre invité Jamel Mazy. Alors là, je vous le dis tout de go, Jean-Marie, c'est la boulette. Alors la boulette, laquelle? hier, François Bayrou, c'est un peu notre François Pignon. Il était à l'Assemblée nationale pour une séance aux questions de gouvernement. Bon, comme il n'y a pas de gouvernement Bayrou, il s'est dit, je vais répondre tout seul. Bon, c'est un exercice pas simple, hein. Quand la veille, vous étiez à Pau plutôt qu'à Matignon pour vous occuper de Mayotte, vous doutez que nos chers députés n'allaient pas passer ça. Il a fait une boulette. Mais comme disaient les guignols. Il n'est pas d'usage que le Premier ministre et le Président de la République quittent en même temps le territoire national. Mayotte est un département français, faut-il l'apprendre au Premier ministre? Bref, c'est pas sérieux. Ça fait 30 ans qu'il attend pour être Premier ministre, et à la fin on a ça, aucune réponse. J'ai l'impression d'avoir Joe Biden en face de moi, quoi. Je le sens un peu fébrile, et peut-être les circonstances de la journée d'hier y ont contribué. On va mettre ça sur un élément de maladresse et j'espère qu'il s'en excusera. C'est scandaleux, ces propos. Je pense qu'il s'en est même pas rendu compte lui-même. Je pense qu'il est hors sol. François Bayrou s'est expliqué, il a participé à toutes les réunions de crise, il a été présent, il n'a rien manqué. À partir de là, je crois que l'heure, elle n'est pas à la polémique, elle a la solidarité avec ceux qui souffrent aujourd'hui. Il a eu cette phrase assez incroyable et lunaire. Moi, je l'ai senti dépassé, déjà, après quelques jours. Est-ce que on a l'impression que tous les territoires d'outre-mer et là un département, que c'est la France? Est-ce que les Français, pour eux, c'est tellement loin? En métropole, je ne sais pas, je ne peux pas parler à la place des Français, mais en tout cas, vous savez, moi, quand j'ai rencontré les Mahorais sur place l'an dernier, ils m'ont beaucoup touché. C'est un peuple qui est extrêmement généreux. Et qui donc souhaitait devenir français depuis très longtemps. Et il me dit, vous savez, ce qu'on dit en amour, ce qu'on peut dire en amour, loin des yeux, loin du cœur. Et c'est exactement le sentiment qu'ils ressentaient. Alors ça vaut pour nous, mais pas pour eux précisément, parce qu'à chaque fois qu'on leur parle, très souvent, ils nous disent, mais nous sommes français autant que vous, et depuis plus longtemps que la Savoie, même. C'est un truc qui revient souvent. Bien sûr. Et en fait, ce que souhaitaient les Mahorais depuis longtemps, c'est d'être considérés comme des Français à part entière, et pas comme des citoyens de seconde zone. Et comme on l'a entendu tout à l'heure, Jean-Michel Apathy, qui l'a très bien souligné, il y a une présence administrative qui est très forte. On arrive à l'aéroport, qui est un très grand aéroport à Petite-Terre, à Mayotte. Il y a une préfecture à laquelle je me suis rendu. Il y a une mairie, il y a un bâtiment de France Télévisions d'ailleurs qui est flambant neuf avec des moyens importants. Enfin, il y a beaucoup de moyens. Mais encore une fois, je ne sais pas si la départementalisation a rendu service à Mayotte, parce que Mayotte a été victime d'un mauvais développement. Si on prend à l'inverse un département comme Saint-Pierre et Miquelon, qui était d'abord un département, qui est devenu une collectivité territoriale, les choses ne sont pas passées de la même manière. Donc au final, avec bonne réflexion et une bonne stratégie, une bonne politique, on peut y arriver et faire en sorte que ça rapproche les départements d'outre-mer. Et c'est vrai que Saint-Pierre-et-Miquelon est beaucoup moins peuplé quand même que Mayotte. Et puis, il y a une autre configuration par rapport à l'immigration aussi. Alors même si vous êtes très jeune, Jamel Mazy, et que vous ne présentiez pas encore Vous avez quel âge? Ah oui, je me trompe peut-être, vous avez quel âge? Je me trompe. 38. Ah, 38 ans. Ça approche des 40. Vous vous souvenez, mais même en étant journaliste, de la baffe qu'avait donné François Bayrou à l'époque d'un enfant qui lui faisait les poches, en disant « tu me fais pas les poches ». Je me souviens de l'archive, oui. Ouais, un geste qui a fait monter la cote du palois, mais qui n'a pas remis dans le droit chemin le garçon. J'ai appris ça ce matin. Ah oui, c'est c'est une information de BFM Alsace, parce que BFM a des antennes en région. Il était alors âgé de 8 ans, il a bien grandi et sa délinquance avec. Yacine, c'est un jeune garçon qui a eu pas mal de soucis avec la justice. Aujourd'hui âgé d'une trentaine d'années, il a été condamné à 10 ans de prison pour trafic d'héroïne et de cocaïne. En 2012, à 21 ans, il prend 4 mois de prison ferme pour outrage et violence envers des policiers. À cette époque, le jeune majeur compte déjà 6 condamnations dans son casier judiciaire. Et puis arrive en 2020 cette affaire de trafic de stupéfiants entre Strasbourg et les Pays-Bas. 8 kilos d'héroïne et plus d'1 kilo
kilos de cocaïne sont saisis, plusieurs interpellations. Yacine G, considéré comme le donneur d'ordre, arrive à prendre la fuite, mais est rattrapé en 2021. Un an plus tard, il est condamné à 10 ans de prison ferme et 10 000 € d'amende, peine qu'il purge actuellement. Alors, triste destin, quand même. Triste destin. Ouais, alors, ça veut dire qu'une baffe, ça remet pas dans le droit chemin, pour ce. Première chose. Première chose. Et deuxième chose, peut-être ça l'a énervé, cette baffe, et que finalement, c'est à cause de Bayrou qu'il est devenu délinquant. Mais en tout cas, ce que racontait Jamel Mazi en écoutant cette archive, c'est qu'il a été surnommé Bayrou par ses camarades longtemps après cet événement, quoi. C'est malheureux, parce que des séquences qui étaient aussi médiatisées à l'époque, peut avoir aussi des répercussions tragiques. Alors je dis pas que c'est la cause de Bayrou, je dis pas que c'est à cause de trafiquant qu'il est devenu trafiquant. Après, chacun a son parcours, malheureusement. Mais je sais que ça lui a collé malheureusement à la peau pendant longtemps, quoi. On va parler avec vous de votre expérience à Mayotte, et vous êtes rendu compte, je ne sais pas si après les tournages le soir, vous alliez sur les bars boire des choses et danser le zouk. Pas du tout. Je vais vous dire pourquoi. La musique qu'on entend dans tout l'île, c'est le zouk. Le zouk, c'est vraiment la musique de Mayotte. Donc je vous ai mis un petit zouk alors j'ai dit mahorais, un petit zouk de Mayotte pour. Je finis toujours en musique, mon Zapi. Vous avez raison, mais on va vous laisser lancer aussi. Voilà. Non. Il y a aussi une tradition là-bas, c'est un peu comme la capoeira. Ouais, sur le son, on peut laisser le son au fond. Pardon, j'ai parlé trop vite, mais c'est vrai j'étais agréablement surpris. Il y a une culture très riche. Il y a aussi des combats de rue, un peu comme la capoeira, qui sont pratiqués, notamment pendant le Ramadan. On rappelle, c'est une population qui est fortement musulmane à Mayotte. 90%. Ouais, de 90% précisément. Et alors, pourquoi vous n'avez pas été boire ? Parce qu'on travaillait beaucoup. On travaillait beaucoup, énormément. On avait 15 jours pour tourner une bonne partie de notre magazine avec toutes les équipes des magazines de France 2, avec Christophe Quinck, avec Yvan Martinet, qui lui était du côté des Comores, en tout cas qui a tenté d'y aller. Et puis il faut rappeler que, et encore une fois, c'est le symbole aussi du drame, du mal développement de Mayotte, c'est que aux heures de pointe, il faut des heures et des heures pour faire seulement quelques kilomètres. Ah oui. C'est incroyable. Donc il y a la plupart des habitants se lèvent à 4h du matin. 5h du matin pour aller commencer son job à 8h par exemple. On va en parler de ce mal développement dans un instant avec vous, Jamel Mazi. Le département français sur lequel il fallait le moins que ça arrive, probablement la pire catastrophe naturelle depuis l'éruption de la montagne Pelée dans la Martinique en 1902, c'est vous dire le désastre. On en parle dans un instant avec vous, à tout de suite sur Sud Radio. C'est Jacques Pessis. Sud Radio Média. L'invité du jour. L'invité du jour sur Sud Radio, Jamel Mazi, journaliste. On revient sur votre documentaire Sur la ligne. C'était à Mayotte en 2023. La situation était déjà difficile à Mayotte, mais on était loin, très loin d'imaginer ce qui allait se produire ce week-end avec le passage du cyclone Chido. Clairement, Mayotte est en miettes aujourd'hui. C'est ce que disait Libé justement cette semaine. Mayotte est anéantie, dévastée. Il y a un peu plus d'un an, quand on s'y était rendu justement avec les reporters, avec mes camarades de France 2, Yvan Martinet et Christophe Quinck, on s'était dit qu'il y a déjà à l'époque quelque chose n'allait pas, parce que forcément la moitié de l'habitat était informel, ce qu'on appelle les bangas, encore une fois sur les collines. Concernant aussi le réseau de distribution en eau, le réseau de distribution, en tout cas la capacité de production en eau de Mayotte ne permet de servir que 50% seulement des habitants. Il y a eu plusieurs crises successives, justement la crise de l'eau. Pendant 3 jours, on disait aux gens, vous n'allez pas pouvoir vous laver ou boire de l'eau potable, etc. Ou tirer la chasse aussi, parce que c'est aussi ça le problème d'eau potable. Il y a eu la crise du choléra, je le disais tout à l'heure. Un nombre de déchets incroyable aussi déversés dans la nature qui détruisent les mangroves autour de Mayotte. Donc il y a un vrai problème d'infrastructure saturé, parce que de plus en plus de monde, justement, sur l'île de Mayotte. Et nous, on s'est dit à l'époque, ça va exploser un jour ou l'autre, si ça continue comme ça. Et malheureusement, le cyclone Chido a servi d'accélérateur, finalement. Comment vous expliquez qu'on ne fait rien ? Quand j'étais sur place, je ne me suis pas dit que l'État ne faisait rien. Encore une fois... Quand il n'y a pas d'eau dans un département français, il y a un souci quand même. Il y a un souci parce que, encore une fois, moi je me suis posé la question de savoir pourquoi l'État ne pouvait pas doubler aussi facilement que ça les productions la capacité de production en eau. C'est pas si simple, parce que quand on s'est rendu dans les bangas, dans ces bidonvilles, c'est un enchevêtrement d'habitats de fortune avec des tôles, des briques et de la boue en milieu. Comment voulez-vous construire des canalisations saines en un temps record ? C'est impossible.
Donc du coup, vous avez des citernes, voilà, qui passent, etc. C'est peut-être l'occasion de le faire maintenant. C'est peut-être l'occasion de le faire. Oui. Malheureusement, on va en arriver là. Il a fallu passer par là, malheureusement, pour que justement il puisse y avoir repartir sur de nouvelles bases. Vers un plan Marshall à Mayotte, mais alors aussi pour savoir combien d'eau a besoin le département, il faut savoir combien de gens ont besoin d'en boire. Or, on ne sait toujours pas combien il y a d'habitants à Mayotte. On ne le savait pas avant la catastrophe, on ne le sait pas après. Écoutez, on estime, d'après les chiffres que j'ai encore consultés hier, il y a plus de 350 000 personnes à Mayotte. Ce qui est beaucoup par rapport justement aux infrastructures sur place, que ce soit dans les routes, que ce soit les écoles, que ce soit aussi les hôpitaux. Je prends un exemple. Donc, quand on était sur place l'an dernier, il y avait un deuxième hôpital en cours de construction parce que littéralement l'hôpital était saturé. Il y avait la queue dehors. Il y avait des femmes et des gens malades qui attendaient sous le cagnard justement dehors pour se faire soigner ou pour accoucher. Il y a un système de rotation qui est unique aussi dans le département de Mayotte. Imaginez en Franche-Comté ou je sais pas ou en région parisienne, va se dire voilà, je vais emmener mon fils ou ma fille à l'école le matin et puis il n'aura pas école l'après-midi parce qu'il faut un système de rotation, parce que pas assez d'écoles ou parce que trop de monde. Incroyable. Il y a un système de rotation en primaire, c'est-à-dire qu'on a soit cours le matin, soit cours l'après-midi dans certaines écoles. Concernant les routes aussi, voilà, elles sont beaucoup trop petites, il faut les agrandir, il faut les refaire. Donc il y a un vrai problème de service public parce qu'il y a beaucoup de monde sur cette île. Et une population qui continue de croître. Je le disais, vous ne m'avez pas corrigé, vous auriez dû tout à l'heure. Plus grande maternité de France d'une part, plus grande maternité d'Europe d'autre part. Alors des enfants maoris, des enfants aussi de Comoriens qui sont arrivés. Vous avez une dernière vague. Et qui prennent la nationalité. Et qui prennent la nationalité, même si le droit du sol est de plus en plus encadré. Vous avez une dernière vague d'immigration qui vient d'arriver. Vous l'aviez déjà constaté sur place. On parle toujours des Comoriens qui arrivent à Mayotte, mais vous avez des... Il y a de plus en plus d'Africains aussi. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent des Grands Lacs, du Sahel, etc. De la région en guerre, notamment le Congo. Et ça, c'est ce qu'on avait constaté il y a un an déjà, il y a un an et demi, et c'est de plus en plus le cas aujourd'hui. Donc, encore une fois, il faut se dire qu'on est en plein cœur de l'océan Indien, près du canal du Mozambique, mais on a un bout d'Europe au final dans cette région. C'est ça. Quand on a justement des gens en souffrance à côté, qui veulent fuir des régimes difficiles. C'est la solution la plus logique. C'est la solution la plus logique, c'est d'aller vers justement un bout d'Europe le plus proche possible. Alors quand je dis logique, c'est aussi l'une des plus dangereuses, parce que la traversée pour le coup de l'océan Indien en Kwassa, elle est loin d'être sans risque. On a des morts encore assez régulièrement, chaque année. Chaque semaine même. Vous, puisqu'on reste quand même une émission média, comment travaillent les équipes en ce moment de France Télévisions là-bas? C'est plutôt les gens de l'outre-mer et de Mayotte Première qui sont sur place, ou il y a quand même des envoyés spéciaux Les deux. Il y a à la fois donc les équipes de Mayotte la Première, donc qui est une antenne de France Télévisions à Mayotte, et on a aussi notre envoyé spécial Gilles Papin, nous en tout cas pour France Info. Donc les deux équipes travaillent main dans la main sur place. Alors on a vu aussi, si on est transparent, quelques journalistes de la Première sur les réseaux sociaux se plaindre du fait que France 2, par exemple, envoyait systématiquement les équipes nationales sur place dès qu'une actualité se présentait, et se plaignant qu'on laisse pas forcément le travail au correspondant. Les régionales, elles se plaignent aussi qu'au moment des législatives, c'est classique. C'est classique. Vieux comme le monde. Oui, quand vous avez les régionales et les reportages au moment des législatives, on envoie 2-3 personnes à Lyon, à Toulouse et les antennes régionales. Après, c'est de moins en moins le cas parce qu'il y a eu la fusion des rédactions depuis un certain nombre d'années, et donc c'est de moins en moins le cas. Pour parler de rédaction nationale, le Mahorais dit on envoie le national. Toutes les rédactions font partie du... Tenez, rapprochez-vous du micro. De toute façon, toutes les rédactions font partie du réseau national. Surtout, vous avez un outil de travail génial. Enfin, quel que soit l'endroit où il se passe quelque chose en France, à part les îles Kerguelen, vous avez toujours un correspondant quelque part. Il y a une station dans chaque département, dans chaque région. Moi, j'ai été surpris, mais c'est parce qu'on en parle. Mais quand il y a eu la catastrophe au Maroc, le 20h s'est délocalisé. Ce serait bien que le 20h, mais c'est pas à vous que je pose la question. Oui, ça serait bien que le 20h se délocalise à Mayotte. À chaque fois qu'il y a une catastrophe aux États-Unis ou ailleurs, on délocalise. Là, c'est un département français. Coucou Alexandre Cara, ça serait bien. Vous seriez prêt à le faire? De partir sur place? Pourquoi pas, bien sûr. Moi, je me suis rendu le jour même au Maroc quand il y a eu le séisme l'an dernier. Donc voilà, après, il faut savoir que la tour de contrôle de l'aéroport est détruite à Mayotte. C'est ça. C'est pas si simple que ça. Et tout le monde passe par la Réunion en faisant avant que le 20h ou d'autres équipes puissent venir s'installer sur place pour faire des éditions spéciales, je pense qu'il faut d'abord, à mon avis, privilégier la restauration, les infrastructures. Et puis il y a une soirée spéciale sur France Télévisions, il faut le souligner aussi. Absolument, avec le Premier ministre qui était invité et qui a annoncé justement une partie des impôts. Ça montre bien la mobilisation jusqu'au bout. Oui, c'était un joli coup d'ailleurs d'avoir le Premier ministre en direct. Dans ce studio. D'autant plus qu'il en avait besoin hier. La télé polonaise.
Ouais, ils ont mis 3 spots et 3 écrans vidéo, et puis ils se sont dit, tiens, on va faire une spéciale. Parlons un peu de la suite, justement. Oui, alors moi je voulais juste vous interroger sur, est-ce que vous êtes d'accord, vous qui avez été sur place, qui est resté plus de 2 semaines pour le documentaire que vous avez fait en 2023, est-ce que Bruno Retailleau a raison de dire qu'il faut régler le problème d'immigration aux Comores, et on a vu la gauche s'élever contre ça, mais est-ce que le vrai problème, il n'est pas là? Alors j'ai écouté attentivement ce matin Bruno Retailleau chez nos confrères de BFM. Manifestement, moi quand je me suis rendu sur place, c'était un problème central, on va pas se mentir. Encore une fois, quand il y a un problème d'infrastructure littéralement saturé, que ce soit les écoles, que ce soit les hôpitaux, que ce soit les routes, oui, il y a clairement un problème d'immigration. Et après, il faut aussi souligner une chose. Il ne s'agit pas de stigmatiser le migrant ou quoi que ce soit. Enfin, voilà. Quand on est en souffrance et qu'on n'a pas le choix, on part. Voilà. Moi, c'est ce qu'ont fait mes parents. Et ils ont eu raison de le faire. Sinon, je ne serais pas là aujourd'hui devant vous. Mais quand je me suis rendu sur place, il faut comprendre qu'il y a un contexte particulier. Les Comores revendiquent encore aujourd'hui Mayotte. Quand vous vous rendez à Anjouan, l'une des îles de l'archipel des Comores, il y a écrit Mayotte est comorienne, il le restera à jamais. Quand vous allez à Mayotte, il y a écrit en grand, quand vous sortez de la barge, Mayotte est française, il le restera à jamais. Il y a une forme de laxisme actif de la part des autorités comoriennes pour laisser partir les gens, pour espérer un jour récupérer justement Mayotte. Donc quand j'entends le ministre de l'Intérieur dire voilà, il faut régler le problème de l'immigration, il faut aussi régler un problème, j'allais dire, géopolitique et peut-être prendre une décision courageuse vis-à-vis des Comores, qui reçoit aussi une aide au développement de la part des autorités françaises. Ils reçoivent de l'argent pour justement développer la santé, les écoles, etc. Donc, je suis pas politique, c'est pas mon rôle. Non. Mon rôle, c'est justement de constater. Mais ce que j'ai constaté, en effet, c'est que voilà, c'est très complexe, mais qu'il y a une part de géopolitique aussi. Est-ce que vous avez senti sur le terrain une tension? Parce que quand on voit autant de personnes arriver avec une situation où les infrastructures ne suivent plus, ça crée fatalement des tensions entre différentes communautés sur place. Très grosse tension, au point que des milices, des collectifs sont formés depuis très longtemps sur place et de plus en plus. Elles patrouillent même sur les plages pour essayer de repérer des kwassa et des migrants qui arrivent à bord pour les dénoncer ou pour les voilà. Ou les chasser, pas les chasser, mais en tout cas voilà. Donc c'est vous dire en fait qu'ils se sentent tellement abandonnés et qu'ils ont un peu cette rage de se dire bah voilà, on nous fait. Enfin, on souffre à cause justement de cette immigration massive. C'est ce que me témoignaient à l'époque justement ces membres de collectifs et la députée aussi Estelle Youssoufa, qui est littéralement en colère depuis très longtemps. Parce qu'elle estime justement, alors que les Mahorais ont demandé à être pleinement français, finalement d'être considérés un peu comme des citoyens de seconde zone. Donc oui, il y a des tensions et ça peut parfois et ça risque aussi de s'aggraver dans les semaines qui suivent, une fois qu'on aura enterré tous les morts et qu'on se rendra compte qu'on n'a même plus de quoi loger, ne serait-ce que la moitié de la population avec les dégâts. J'ai un chiffre moi qui fait froid dans le dos. J'ai vu que la moitié donc de l'habitat était un habitat informel, donc ce sont des bangas. Tout est détruit. Moi, je me demande comment on va faire. C'est vrai qu'il y a une urgence, déjà pour que les gens puissent avoir un toit, puissent avoir de l'eau potable, de la nourriture. J'ai vu qu'aujourd'hui, 100 tonnes de nourriture allaient arriver justement à Mayotte. Oui, il va falloir faire vite. J'ai vu que les États-Unis proposaient leur aide aussi. Moi, je pense qu'il faut accepter toute l'aide possible et imaginable. La France fait beaucoup. Il y a beaucoup de navires. Il y a le Champlain qui est parti de la Réunion. Il y a 13 avions qui vont faire des rotations entre la Réunion et Mayotte et la métropole de Mayotte. Je sais pas, j'ai pas cette information. Ça serait bien de savoir. Ça serait bien, d'autant qu'il faut rappeler qu'il y a il y a des familles communes entre les Comores et Mayotte, c'est-à-dire qu'il y a des liens ancestraux, donc c'est un peu la même famille en quelque sorte, hein, donc même si les Mahorais ont fait le choix d'être français. Effectivement, avec les problèmes de toutes les familles aussi, parfois on n'est pas d'accord entre nous. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. On pourra demander à France Télévisions de remettre sur le replay, parce qu'on aura avec Benjamin, avec Jean-Marie, on s'est appelé hier soir et puis on a essayé de voir votre documentaire sur la ligne, d'avoir la bande-annonce, d'avoir un extrait. Je vais poser la question, tiens, sur la ligne Mayotte-Comores, les sœurs ennemies, c'était le titre du magazine qu'on avait tourné avec Yvan Martinet et Christophe. Voilà. D'autant plus que jamais autant de Français se sont intéressés au sort de Mayotte. Malheureusement, il y a aussi beaucoup d'appels à la générosité. On en reparlera tout au long de ces émissions. Fondation de France. Exactement. Merci beaucoup, Jamel Mazi. Merci à vous pour votre invitation. À bientôt sur Sud Radio. On vous retrouve le week-end. Le week-end sur France Télé. De tout simple. Sur France Info, je le rappelle, donc le matinal week-end avec Brigitte Boucher et notre équipe.
équipe formidable. Rendez-vous à partir Et de... notre nouvel habillage, évidemment, depuis la semaine dernière. Évidemment, sur À partir Canal de quelle heure 27. À partir de 6h30 sur France Info. À partir de 6h30. Vous êtes bien matinal. C'est ça. Comme nous. On vous retrouvera exactement. C'est ça, c'est le 27, hein, Canal 27. Canal 27. Canal 27. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. Après ce drame de Mayotte, on va parler d'un ode à Miyazaki, le maître japonais. Il y a vraiment une génération Miyazaki quand même. On a tous rêvé gosse devant ces films d'animation. On va parler d'un documentaire qui était en sélection officielle de la Mostra de Venise. Vous verrez, c'est magnifique. Et qui est sur Arte. Et qui est sur Arte. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai.